Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette rencontre autour de l'ouvrage de Akram Belkaïd. Donc, vous le voyez là, chronique du Ramadan. Donc, Akram Belkaïd, pour ceux qui ne le connaissent pas, est rédacteur en chef au Monde Diplo avec une longue carrière de journaliste. Et donc, Akram nous propose à travers cet ouvrage une réflexion, une analyse des perceptions personnelles sur ce mois qui est si important pour les musulmans, qui est ce mois de Ramadan. La première chose que j'ai envie de dire après avoir lu cet ouvrage, c'est à quel point il me semble utile pour les non-musulmans, mais même aussi, je pense que pour des musulmans, c'est très utile. Bien sûr. Parce qu'il y a tout un tas de réflexions, d'analyses, et qui permettent vraiment de beaucoup mieux comprendre finalement ce qu'est ce mois, mais aussi de casser des représentations qu'on peut en avoir. Et là, il y a tout un tas d'anecdotes qui sont très, très parlantes, très, très intéressantes. Et c'est un va-et-vient entre vraiment une réflexion, une analyse, mais aussi ce vécu à travers la pratique du Ramadan. Alors, en France, bien sûr, puisque tu es ici, mais en Algérie, d'où tu viens, et à travers le monde musulman. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, toutes ces anecdotes de la façon dont ça se passe à travers le monde musulman. Et donc, à travers la pratique aussi de ce mois de Ramadan particulier. Et donc, on passe de l'intime au général. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une façon aussi très agréable. Ça se lit très facilement. Comme ce sont des chroniques, eh bien, on peut aller piocher là où on a envie d'aller piocher en fonction des thèmes qui sont abordés. Et avec aussi des questions quand même graves qui sont posées, graves dans le sens qui méritent une réflexion et qui méritent une réponse. Ça pose aussi évidemment la question de la place de la religion de façon plus générale en France, puisqu'il y a quand même toutes ces questions qui sont abordées. Et puis il y a évidemment une référence, et ça j'y ai été particulièrement sensible, au fait de ce mois de Ramadan cette année comme l'année dernière, qui s'inscrit dans un contexte géopolitique au Moyen-Orient absolument dramatique. Et donc, comment pouvoir vivre le Ramadan à Gaza sous les bombes, au Liban aujourd'hui sur les bombes, en Iran sous les bombes. Et c'est vrai que ce moment qui est aussi un moment de fête, de partage, eh bien, qui est vraiment entaché depuis maintenant 2 ans, mais avec aussi tout ce qui s'est passé auparavant. Il ne s'agit pas de faire commencer l'histoire, évidemment, au 7 octobre. Et donc, je trouve que c'est aussi très important d'appuyer, si je puis dire, sur ce point-là. Donc, Akram, ce que je te propose, qui est notre façon de faire ici à l'IREMO, c'est que tu nous parles pendant 20-25 minutes, une demi-heure de ce que tu as envie de dire. Oui. Et peut-être pas exactement ce que moi j'ai relaté. Moi, je l'ai relaté en tant que lectrice de cet ouvrage. Donc, pourquoi ce livre? Et puis après, ce sera l'occasion d'échanger avec ceux qui souhaitent aller plus loin sur tel ou tel sujet. Eh bien, chère Agnès, merci. Merci de m'accueillir à l'IREMO. Merci de renouer avec l'IREMO en ces nouveaux locaux. Et bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés malgré cette pluie féroce. Alors, c'est un projet, ce livre est un très vieux projet en réalité, puisque dès les années 90, je me suis rendu compte du décalage, en tout cas en France, entre la réalité du Ramadan et la perception que beaucoup de gens pouvaient en avoir en France. C'est pourtant un mois qui revient chaque année, mais il y avait une certaine méconnaissance, notamment pour les non-musulmans, par rapport à ce qui pouvait se dérouler pendant ce mois, sur pourquoi les gens jeûnent et pourquoi ça semble si différent, cette période semble si différente du reste de l'année. Et puis, au fil des années, chaque année, je me rendais compte que le projet avait du sens parce que le Ramadan prenait aussi de plus en plus de visibilité dans la société française. Et, et donc, mais j'arrivais pas à trouver le bon moyen de raconter ça, dans la mesure où j'avais pas envie de faire un livre pédagogique, didactique. Il y en a déjà. Ils sont très bien, ils expliquent, il y a des chapitres, etc. J'avais pas envie de faire non plus un essai trop académique qui pourrait rebuter beaucoup de gens. Et comme par ailleurs,
qu'on me permette de dire ça, l'art de la chronique. Mmh. J'ai fait des chroniques pendant des années, pendant près de 16 ans pour le quotidien d'Oran, Mmh. et donc hebdomadaire chaque semaine. Et donc j'ai trouvé où j'alliais ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté personnel, mais aussi les sujets de gravité. Et donc j'ai trouvé l'idée qui consistait donc à raconter le Ramadan comme un fait social total. Je cite cette expression qui n'est pas de Mmh. moi, mais qui est d'un sociologue. Oui. C'est un fait social total parce que c'est pas, alors c'est l'un des piliers de l'islam, donc c'est une obligation pour ceux qui peuvent le faire de jeûner du matin, enfin du lever du soleil jusqu'à son coucher. Mais c'est bien entendu autre chose. C'est un phénomène culturel, c'est un phénomène économique, c'est un phénomène, je dirais, commercial. Il est aussi très politique Mmh. et il est aussi très géopolitique. Ça peut paraître étonnant, mais le Ramadan est un moment géopolitique avec différents aspects. Je vais y revenir. Et donc l'idée, ça a été de penser ce livre à travers des thématiques qui chaque fois faisaient ressortir un aspect ou un autre du Mmh. Ramadan avec des considérations personnelles. Et puis le recours aussi à des travaux savants pour illustrer telle ou telle problématique. Et donc, dans ce qui est présenté, Pardon. c'est à tes souhaits. Tout ce qui est présenté, c'est par exemple, bon, c'est vraiment une tarte à la crème, islam et modernité, Mmh. etc. Eh bien, quelque chose qui illustre ça très bien, c'est tout le débat autour du début et de la fin du Ramadan. Ouais. Parce que la tradition coranique stipule que, il faut d'abord que je précise que le Ramadan est un mois lunaire, qu'il commence et se termine avec l'apparition du croissant lunaire. Et que donc, dans le Coran, il est dit que on doit commencer à jeûner dès lors que le croissant est visible. À partir de là, il y a toute une tradition humaine qui consiste à ce que ceux qui voient le croissant rapportent ça à l'autorité établie qui, elle, décrète que le Ramadan commencera le lendemain ou le surlendemain. Sauf que on n'est jamais d'accord sur cette Oui. question-là, d'un pays musulman à l'autre. Cette année en France, il y a des gens qui ont commencé à jeûner le 18 février, oui, 18 février, d'autres ont commencé le 19 février, et le même débat qui est encore plus, je dirais, délicat, va se poser, va exister concernant les dates de l'Aïd, puisque certains vont arrêter de jeûner à partir du 19 ou du 20, Ouais. et donc, et chaque année, il y a cette problématique. Or, l'astronomie, la science astronomique, est l'une des sciences que les Arabes et les musulmans ont le mieux maîtrisée. Je crois que 90% des constellations ont un nom arabe à Mmh. ce jour. Donc, c'était des savants, notamment à l'époque abbasside, des savants arabes, mais aussi beaucoup de savants iraniens, persans. Et donc l'astronomie, le calcul astronomique permet de déterminer avec une exactitude mais quasi totale le début et la fin du Ramadan. On peut aujourd'hui prévoir, avec l'hypothèse que la physique céleste ne se modifie pas, Mmh. quel sera le Ramadan en l'an 3000. Ah, Ah. c'est possible. C'est aujourd'hui, il y a avec les ordinateurs, etc. Donc pourquoi ne pas s'en remettre au calcul scientifique Ouais. et pour que les croyants aient une visibilité, sachent exactement quand est-ce que le Ramadan commence, quand est-ce qu'il se termine. Sauf que donc on a deux tenants qui s'opposent. Il y a les gens qui tiennent à cette tradition de l'observation humaine et Ouais. qui veulent que ce soit qui est cette fameuse nuit du doute Oui, c'est ça. où on ne sait pas si on va voir ou pas le croissant. Et puis il y a ceux qui disent mais non, mais on n'a qu'à régler la question en faisant le calcul Mmh. astronomique. Voilà, par exemple, une des problématiques que j'illustre avec les différentes ficelles. Je rappelle qu'en son temps, Muammar Kadhafi avait décidé de privilégier le calcul scientifique, Mmh. astronomique, et que d'ailleurs, il y a deux chercheurs musulmans
qui ont comparé les données du calcul astronomique et les débuts du mois de Ramadan dans plusieurs Oui. Mhm. pays musulmans. Et ils se sont rendus compte que je crois, dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, il y avait un taux d'erreur qui atteignait les 90%. C'est-à-dire que les gens ont commencé à jeûner trop tôt ou trop tard, et ils ont arrêté de jeûner trop tôt ou trop tard. Ce qui n'est pas si grave que ça en réalité, puisque en islam, ce qui est le plus important, c'est l'intention. Ouais. Il n'y a pas, sauf pour les ritualistes qui sont totalement obsédés par ces questions-là. Mais voilà. Donc ça illustre le Ramadan sous cette question, modernité ou pas. Puis le Ramadan illustre aussi, comme je le disais, des questions politiques. C'est un mois de grande consommation. Donc pour les États, pour les gouvernements, il faut que les étals soient pleins, mais il ne faut pas non plus que les prix s'affolent. Donc il y a une grosse pression. Pour les sociétés, c'est un reflet des inégalités. Parce que comme c'est d'une grande consommation, ceux qui ont peuvent dépenser, ceux qui ont moins s'endettent ou puisent dans leur épargne. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a bien entendu toute cette question de l'économie, de l'impact économique, qui est très difficile à déterminer parce que pendant le Ramadan, en règle générale, la productivité baisse dans la journée, mais de manière globale par rapport par exemple, à un calcul de produit intérieur brut, du PIB, eh bien, la consommation compense peut-être la baisse de productivité parce que c'est des mois où il y a beaucoup de choses, les gens se déplacent, consomment, utilisent leur voiture et donc il y a un surcroît d'activité. Et donc les recherches des économistes, qui font de l'économétrie, c'est toujours très mitigé leur conclusion. Ils peuvent pas, dans la perception générale, c'est pour beaucoup de gens parce que pendant la journée, les administrations fonctionnent au ralenti, etc. Et tout. Mais en réalité, la consommation aidant fait que on a énormément de bienfaits économiques. Donc ça, c'est un des autres aspects que j'aborde. La géopolitique, j'en parlais tout à l'heure. Justement, si on revient à l'histoire du début ou à la fin du Ramadan, c'est aussi pour certains pays de démontrer leur influence. Si je prends le cas français, on voit bien qu'on a aujourd'hui une rivalité algéro-marocaine. La mosquée de Paris comme dit que c'est tel jour, le Conseil français du culte musulman dit c'est un autre jour, et là on a l'Algérie et le Maroc qui sont en toile d'ombre à l'arrière. On a aussi, dans ce qui concerne le Ramadan, les problèmes les questions sociétales, c'est-à-dire sur la place de ceux qu'on accorde à ceux qui jeûnent ou qui ne jeûnent pas. Je rappelle que dans certains pays du Maghreb, on a eu quelques mouvements de gens qui ont demandé à avoir le droit de ne pas jeûner. Il y a eu des manifestations au Maroc, en Algérie, un peu moins en Tunisie. Le fait de manger dans la rue dans certains pays du Maghreb est passible de poursuite. Pas parce qu'on mange, mais ça relève plus de l'ordre du trouble à l'ordre public. Et il y a aussi cette relation qu'on peut retrouver entre jeûneurs et non-jeûneurs, entre gens qui finalement exercent une pression sur ceux qui ne jeûnent pas. Et donc, c'est toute la question de pourquoi est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on jeûne parce qu'on a peur des autres? Ou est-ce qu'on jeûne parce qu'on a envie de jeûner? Et qu'est-ce qu'on peut ressentir pendant un mois où il faut se cacher pour ceux qui ne mangent pas? C'est quand même un mois qui est vécu parfois comme une contrainte pour certains, sachant qu'il fut une époque où c'était plus souple que ça, plus apaisé, que ce n'est que, enfin, au fil du temps, et en tout cas aujourd'hui, il est inconcevable pour beaucoup de gens d'accepter l'idée même que des gens ne jeûnent pas, ou en tout cas dans la rue, qui montrent qu'ils ne jeûnent pas. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de pays musulmans. Il y a des pays qui ont encore une certaine dose je dirais, de tolérance et de bon sens. Je pense notamment à la Turquie, y compris la Turquie d'Erdogan, hein, qui n'est pas non plus quelqu'un de très libéral sur la question, mais il y a encore des traditions en Turquie où, pendant le Ramadan, vous avez des restaurants ouverts, des gens qui peuvent s'attabler. C'est plus tendu, mais il y a 20 ans encore, c'était plus simple. Et puis, toujours sur les questions sociales, sociétales, il y a, je dirais, cette exigence d'activité culturelle pour le Ramadan. Donc, ce qui fait que en France, on a tendance à considérer que le Ramadan est un mois festif parce qu'on voit que ça.
Le mot Ramdam Ouais, d'ailleurs, je vais te poser, c'est bien voilà, de le rappeler ça, oui. le mot Ramdam vient du fait que ça vient de l'agitation nocturne Eh oui, du ramadan. du Ramadan. Donc, Mmh. faire un Ramdam, c'est l'agitation. Et donc, on a ce côté culturel, on a la place fondamentale des feuilletons Eh oui. dans de la production de feuilletons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, ça va du Maroc jusqu'au sultanat d'Oman. C'est-à-dire, c'est des moments vraiment rassembleurs Mmh. pour les familles. On est dans un monde où chacun a sa tablette, son téléphone, chacun peut voir ce qu'il a envie de voir. Mais pendant le Ramadan, il y a quelque chose qui relie et qui unit les familles et les sociétés, parce que c'est des sujets de discussion. Et ça, encore aujourd'hui, toi, tu notes que, Toujours, toute oui. cette Alors, il y a une évolution assez intéressante qui est que, bon, ce que je dis dans le livre souvent, je cite tous les exemples, l'aspect, le capitalisme est toujours là, je le rappelle. Le capitalisme, il est impitoyable dès qu'il y a des bonnes affaires. à faire, oui. Voilà, et donc les feuilletons aujourd'hui qui sont très regardés, comment s'illustre le capitalisme? Eh bien, c'est la question des annonceurs. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes privées, on n'est plus à l'époque où il y avait qu'une seule chaîne et tout. Ouais. Et donc, pour que les annonceurs viennent, il faut qu'il y ait du buzz. Et pour qu'il y ait du buzz, il faut qu'il y ait des polémiques. Eh oui. Et donc, les feuilletons, la tendance qui se dégage depuis une vingtaine d'années, c'est que chaque Ramadan, il y a au moins, dans un pays ou dans l'autre, une polémique à propos de tel ou tel feuilleton, parce que les sujets abordés heurtent, Mmh mh. choquent ou divisent. Mmh. L'Égypte, par exemple, il y a eu un feuilleton sur Muawiyah. Oui, exact, ouais. Voilà, Muawiyah qui est, comme on le sait, ce calife sunnite Mmh. finalement honni par les chiites. Ouais. Donc, même l'Iran à l'époque s'est fendu d'un communiqué en disant que c'était regrettable Mmh. que ce type de feuilleton soit diffusé. Même Al-Azhar, qui est donc l'université religieuse du Caire, a dit mais on aurait pu éviter et a conseillé aux croyants de ne pas regarder ce feuilleton. Cette année en Algérie, il y a un feuilleton qui défraie la chronique parce qu'il met d'une certaine manière en cause tous les médecins algériens qui ont quitté l'Algérie et qui Ah travaillent à oui? l'étranger. Donc, sur les réseaux sociaux, on peut voir des médecins se justifier en disant mais c'est scandaleux qu'on nous accuse, on est parti, voilà pourquoi on est parti, on n'avait pas Ah de oui. moyens, on voulait Mmh. améliorer notre vie, et de toutes les façons, on a fait les années qu'on devait au service public algérien. Enfin bref, chaque année, et en Tunisie, il y a 2 ans en Algérie, il y avait aussi des polémiques sur un feuilleton qui montrait, qui était vraiment un feuilleton assez intéressant parce qu'il abordait la question de la drogue, du trafic de drogue et des violences. Rien, oui, quand même. Voilà, et donc beaucoup de gens ont été choqués en disant mais c'est pas digne du Ramadan, le Ramadan c'est un mois saint, pourquoi on parle de ces choses-là et tout. N'empêche que ça a alimenté la chronique pendant des mois, pendant des semaines, et vraiment les feuilletons ça continue encore à être des moments vraiment de grande production, comme ça l'a toujours été, mais là avec la dimension en plus de nécessité d'attirer les annonceurs Mais qui aujourd'hui est le plus grand fournisseur de feuilletons justement pendant le ramadan? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'influence égyptienne, turque. Est-ce oui. qu'aujourd'hui on voit se dessiner une géopolitique, si je puis dire, des feuilletons pendant le ramadan et du coup de l'influence que ces feuilletons ont, à être diffusés à une grande échelle pendant cette période particulière? Alors c'est vrai que pendant longtemps, des pays comme, le Liban, la Syrie, la Turquie, l'Égypte Mmh. tenaient le haut du pavé. Mais en raison de tous les bouleversements que connaît la région, le Machrek, le Proche-Orient ces derniers temps, on constate aussi, la montée en puissance des productions locales. C'est-à-dire, Mmh, si je prends le d'accord. cas maghrébin, on Ouais. a des feuilletons du cru parce que la source se tarit, c'est moins cher et puis ça permet de développer une industrie, Mmh. de décors, d'acteurs, de scénaristes. Beaucoup de gens vivent de ça. Ouais. Et donc, alors, il y a encore les feuilletons turcs qui sont très, très, très prisés, Mmh. qui sont doublés en arabe, bien entendu. Parfois, ils sont doublés dans un arabe local. Euh, Ah oui. donc, il est très étonnant de voir des feuilletons turcs se passant sur les rives du Bosphore. Euh, je pense notamment, par exemple, à un feuilleton qui était
où il était question d'une famille très riche, très bourgeoise, turque, donc avec beaucoup de moyens, euh, mais confrontée à des questions d'hérédité, de recherche en paternité, de vol d'ovocytes. Enfin, vous voyez, c'est Ouais. abordé, et tout ça dans la langue tunisienne, dans la darja tunisienne. Et parfois, c'est vraiment des doublages qui sont très sommaires. Ouais. Donc on voit bien que, mais c'est des feuilletons qui attirent l'attention. Et puis il y a les feuilletons. Alors, ça a disparu, ça revient. Ça a eu son heure de gloire dans les années 80-90, les telenovelas Ah. sud-américaines. Elles ont perdu en influence par rapport aux Turcs à un moment donné. Il y a eu un moment du feuilleton turc. Mhm. Là, ça revient. Donc, D'accord. et en fait, c'est très intéressant parce que c'est ce que j'appelle, moi, la ligne pudique, l'arc pudique qui va de l'Amérique latine au Mhm. Maghreb en Ouais. passant par le Proche-Orient, c'est-à-dire que ce sont des productions où on est très prude, Mhm. mais très courtois, même s'il y a des choses qui sont abordées, il n'y a pas de scène de nu, Oui. les baisers sont très rares, et Mhm. donc ça fait que pour le ramadan, pendant le ramadan, on peut regarder ça. Et à la radio, il y a aussi, parce que moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais directrice de l'info de Monte Carlo Doualiya, qui est la filiale arabophone Mmh. de RFI, quand le ramadan, on prévoyait toujours des feuilletons radio pour le ramadan, sachant que c'était un moment important. Mais est-ce que la radio continue à avoir un certain impact? Absolument. Et du coup, il y a aussi ces feuilletons radio qui continuent à être. Il y a aussi ces feuilletons qui radiophoniques. Oui, C'est moins prisé que les oui, bien écrans, sûr. mais, euh, mais ça existe Ça encore. continue. Ça existe encore, ça continue, effectivement. Et c'est même relayé par des radios qui sont des radios de proximité, par exemple. Mais c'est moins marquant que le- la télé. On dîne, on fait la Mhm. rupture du jeûne. Mhm. Ouais. Euh, Pendant le livre, justement, le côté un peu, pas pédagogique, mais oui, Mhm. pédagogique, je reviens sur ces noms qu'on entend, Ftour, Iftar, Ouais. etc. et tout, pour que les gens comprennent un peu quelle est. Et là, j'en reviens au début de mon propos, c'est que l'idée, c'était vraiment que les gens, en tout cas qui sont non-jeûneurs et en France, sachent ce que c'est. C'est pas il n'y a rien de mystérieux dans le ramadan. Mhm. Voilà, il y a des choses, il y a le repas de rupture du jeûne, il y a pour certains des prières du soir collectives, mais qui ne sont pas obligatoires, mais qui expliquent ce que je racontais hier dans une librairie à Ménilmontant. Beaucoup de gens s'étonnent aujourd'hui à Paris de Ouais. voir des gens en camis et djellaba la nuit. Ouais. C'est pas habituel, mais en fait, c'est parce qu'ils sortent d'une salle de prière où la prière surérogatoire du Ramadan a été accomplie. C'est des prières qui durent tout le mois du Ramadan, où l'imam récite une portion du Coran de façon à avoir récité tout le Coran sur un mois. D'accord. Et donc les gens y vont. Donc, et puis quand ils rentrent, il y a souvent, parce qu'il y a plusieurs feuilletons aussi, hein. Mhm. Il y a plusieurs tranches. Il y a le feuilleton juste après la rupture du jeûne, et puis il y a le feuilleton de 22 heures, et puis il y a la Rolls qui est souvent très tard, ce qui explique aussi pourquoi les gens manquent de sommeil, sont fatigués, parce qu'ils veillent, parce que voilà, Mhm. Mhm. voilà Alors, il y a aussi quand même ce qui est très intéressant, je pense, pour un public profane, hein, qui ne connaît pas du tout oui. cette question, c'est aussi la façon que tu as de remettre en question un certain nombre d'idées reçues. Mhm. Et ça, je pense que c'est très, pour le coup, c'est très utile. Et c'est en ça qu'il y a cette démarche pédagogique. Et alors, c'est vrai que tu parles de cette idée de certains de considérer qu'avant le ramadan, il faut rentrer dans une période de détox. Oui, oui. Ben, c'est un phénomène assez particulier. Je crois que c'est très marqué au Maghreb, ça l'est un peu moins au Machrek. Bon, avant, le mois du Ramadan est un mois auquel, de toutes les façons, le croyant est censé se préparer, indépendamment de ses habitudes de vie par ailleurs. Alors, c'est un mois qui convoque la mystique, la spiritualité, la promesse du don de soi, la promesse de solidarité.
chacun sait que l'alcool est interdit en islam et jugé illicite. Bon, même s'il y a des débats que je rappelle dans le Oui, livre, c'est intéressant d'ailleurs ce voilà, petit il y a plein de passage. débats Ouais. là-dessus, puisqu'il y a des versets qui l'interdisent, il y a des Mm. versets qui le tolèrent, il y a des versets qui l'interdisent uniquement pour la prière, mais le dernier verset, celui qui fait, interdisent carrément. Vous avez pendant Pardon, dans une sourate, tu rappelles ça, on promet aux croyants qui rejoindront le paradis, et là, les guillemets, des fleuves d'eau, de lait, de vin et de miel. absolument, le vin est pas considéré, et c'est la boisson du paradis, et donc il y a foule d'écritures là-dessus, de recherches, de travaux. Il y a l'alcool de dattier, et, euh, et en fait, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, et c'est là où on voit que le jeûne est à la fois religieux et culturel, c'est que vous avez par exemple beaucoup de gens qui jeûnent parce que c'est un pilier de l'islam, mais qui le reste de l'année ne vont quasiment jamais Mm. à la mosquée. Or, la prière est tout autant Ah oui. un pilier de l'islam. Donc il y a une contradiction. Et puis il y a ceux qui jeûnent, qui le font d'eux-mêmes, mais ils ne jeûnent pas parce on ferait pression sur eux, etc. et tout. Ils jeûnent, mais pendant l'année, ils peuvent avoir leurs habitudes de consommation d'alcool, etc. Mais il y a cette certitude que il faut se purifier avant d'entamer le jeûne, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens se mettre en détox. Mm. C'est un petit clin d'œil. Bien sûr. 40 jours Mhm. avant le début du ramadan. Et ça n'a aucun fondement théologique, mais il n'en demeure pas moins que ça existe. Mhm. Et ça permet aussi de réfléchir à toutes les questions que connaissent les sociétés musulmanes, les questions d'addiction, et comment on les traite de manière encore plus accrue et plus, je dirais, aiguë pendant le ramadan. Mhm. Parce que beaucoup de gens qui peuvent être en addiction se jeûnent ensuite. Et donc, c'est des problèmes qui commencent. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on s'y intéresse de plus en plus, qu'on voit des travaux sur la dictologie, sur un pays comme l'Iran, par exemple, qui est confronté à d'importants problèmes de De drogue. drogue, oui. Mhm. L'Iran a des travaux, ils ont des travaux là-dessus, et font en sorte d'essayer de guider certains croyants, en tout cas pratiquants, ou en tout cas certains jeûneurs, sur la manière on peut les aider à Mhm. faire face au jeûne, parce que le jeûne, c'est pas non plus une mince affaire. C'est pas, c'est, ça peut être purificateur à condition de ne pas faire d'excès le Oui, soir. c'est ça, oui. Donc il y a un vrai problème. Il y a deux catégories de gens qui, chaque début de Ramadan, essayent de convaincre les gens d'être dans l'ascèse, d'être dans la mesure. Vous avez les oulémas, donc les docteurs de la loi religieuse, qui disent, attendez, le Ramadan, c'est pas juste des tables chamarrées, Mhm. bien remplies et tout. C'est de la spiritualité, c'est de la retenue, c'est de la solidarité. Et vous avez les médecins qui essayent de donner leurs Et oui. conseils en termes de diététique, attention aux graisses, attention au sucre, etc. Bon, c'est pas toujours très entendu, pas toujours très efficace, mais c'est sur la table. C'est sur Mhm. la table, et voilà. Et d'ailleurs, ça rejoint un de tes, tout au début du livre, hein, quand tu dis que deux voies ne sont pas incompatibles, celle de la foi et de la spiritualité et celle de la rationalité. Et Absolument. on voit bien, et ça, je pense que c'est un point sur lequel ça. Je pense que ça, beaucoup de gens vont s'y retrouver. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le contexte, et notamment français, où enfin, dès lors que, enfin, si, dès lors qu'on parle d'islam, on a tout de suite des tombereaux et des Mm. tonneaux, et des tonnes de critiques négatives, de C'est mise ça. en cause. Je pense que beaucoup de gens qui vivent, y compris ces contradictions, il ne faut pas les nier, démontrent que on peut très bien avoir une vie de pratiquant, de croyant, ou en tout cas de personnes insérées dans un ensemble humain, culturel précis,
sans être pour autant rétrograde, opposé à la science, Mmh. au raisonnement rationnel. L'islam a connu des mouvements rationalistes, même si c'était il y a très longtemps, mais leurs écrits sont là. On a les travaux de Mohamed Harkoun Bien sûr. qui plaidait pour le renouvellement de la pensée islamique sur la foi, sur la base d'une approche stricto sensu rationnelle. On a l'exemple des Mu'tazilites qui étaient des gens qui plaidaient pour le libre arbitre. Il y a Mmh. même eu des califes qui ont endossé leur école. Donc tout ça montre que l'affaire est loin d'être entendue. Et moi, mon envie, c'était ça, Ouais. c'est-à-dire de dire, bon, c'est vrai que si on fait un essai critique sur l'islam, on est assuré d'avoir une audience. C'est ça, oui, absolument. C'est pas le but, hein. Mmh. Je veux dire, il faut tout de suite le dire à ceux qui nous regardent, hein. S'ils ont envie de lire un énième bouquin sur une dénonciation des dérives de l'islam, c'est pas le bon. Ouais, Il y en a d'autres. c'est sûr. Voilà, Non, là, on est vraiment plutôt dans de la nuance et une volonté non seulement pédagogique, mais aussi de revenir aux fondements même, oui, qui ne sont pas du tout connus par une grande partie, y compris des croyants. bien Et sûr, ça, ce qui est valable dans toutes les religions, je veux dire, qui bien n'est pas sûr. du tout spécifique à la religion musulmane. Alors, il y a un petit exemple, il y a plein d'exemples, et il y a plein d'anecdotes que tu racontes aussi. C'est ça qui est bien, parce que du coup, ça rend la lecture de cet ouvrage, c'est très vivant. Mhm. On est vraiment pris aussi alors qu'il révèle des contradictions, comme tu viens de le dire. Alors il y a cet exemple, parce que je l'ai trouvé tellement drôle, cette scène au Stade de France, Ah oui, où tu as des oui, jeunes qui font le ramadan et qui en même temps font des paris. oui, Raconte ça, parce que j'ai trouvé que c'était une oui. scène qui était tellement... Elle est effectivement très emblématique de ce qu'on peut vivre au sein des communautés dites musulmanes, ou en tout cas de culture musulmane en France. Donc ils arrivent, c'est un match de football où joue l'équipe de France au Stade de France à Paris, dans le nord de Paris. C'est le Ramadan, je crois que ouais, c'est au printemps, c'était il n'y a pas très longtemps. Mhm. Et bon, d'abord, première illustration sur le caractère ostentatoire du jeûne pour certains, c'est qu'au bout de 2 minutes, toute la tribune, tous les gens qui étaient autour d'eux savaient qui jeûnait, puisqu'ils ne parlaient que de ça. Ils parlaient des dates, qui apportaient les dates, etc. Donc il y avait ce côté, j'ai faim, j'ai pas faim, bref, à quelle heure c'est l'iftar, bon. Et puis au bout d'un moment, ils étaient derrière moi, je me rends compte qu'en fait, pendant le match, ils sont sur leur téléphone portable et ils parient sur les fameuses applications qu'on a autorisées en France après, alors que pendant très longtemps ça a été interdit, mais c'est autorisé, lesquels parieurs en ligne, sites de paris en ligne, j'ouvre une parenthèse pour dire que ces, ces sites infligent d'importants dégâts aux populations des quartiers populaires, parce que vous avez des phénomènes d'addiction, de fuite en avant, et d'ailleurs même certaines de leurs publicités sont destinées à attirer le chaland en faisant croire qu'on peut changer de vie grâce à un pari. Il y avait même une publicité qui disait il fait ça pour la daronne, Ah oui. changer la vie de la daronne. Et donc, je rends hommage dans le livre au Bondi Blog, qui a Mhm. été le Oui, premier à dénoncer ça. à dénoncer cette affaire. Et donc, je me dis, mais en fait, l'islam, s'il y a bien quelque chose qu'il prohibe, c'est les jeux de hasard. Eh ouais. C'est clairement dit, c'est pour ça qu'il y a quasiment pas de casino dans le monde arabe. Il y en a Absolument. au Liban, mais comme il y a une communauté chrétienne, on peut Absolument. penser. Et les projets de casino pour d'autres pays, je pense notamment à certains pays du Golfe, ça n'a jamais abouti, même en zone franche, parce que c'est écrit noir sur blanc, et donc c'est une réprobation totale par rapport à ça. Et donc, j'essaye de discuter avec eux parce que je leur dis, mais enfin, vous savez que il y a une contradiction entre votre jeûne et là, ils me sortent des raisonnements, mais totalement, mais non, ils me disent, mais non, non, c'est pas du hasard parce qu'on réfléchit, donc on fait un travail, donc c'est pas, on se remet pas, c'est pas le loto, on met 6 numéros, etc. Et ça m'a rappelé donc cette tendance qui fait que chez beaucoup de jeunes, des communautés maghrébines en France, en tout cas musulmanes en France, il y a une tendance à l'auto-édiction de règles. Oui, c'est C'est-à-dire ça, ouais. qu'on s'accommode, on prend ce qu'on a envie de faire. Et alors parfois, ça peut être amusant. Enfin, il n'y a rien de mal à jouer, à parier. Mais ça peut être parfois, c'est plus problématique quand ça devient plus normatif et qu'on Ouais. essaie d'en poser ça aux gens. C'est-à-dire que
des gens qui décrètent que, par exemple, c'est un copain qui m'a raconté ça, que on vient de lui dire maintenant, mais tu sais qu'il ne faut pas écouter de la musique pendant le ramadan. Voilà. Parce que non, c'est pas bien, ça invalide le jeûne. Et là, on se dit, mais c'est. Je mets ça aussi en lien avec eh bien, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est-à-dire, enfin, avant, les questions, on les posait à l'imam, ou alors on essayait de chercher ça dans les livres, on demandait aux anciens. Maintenant, Internet, Oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de sites qui sont il y là a des pour sites répondre aux questions. Et là, tu en parles oui, aussi. il y a des imams qui gagnent leur vie, enfin des imams, des érudits, en tout cas en apparence, des gens qui sont en permanence sur les réseaux sociaux, qui sont sur TikTok, qui sont sur Instagram, et qui reçoivent des questions et qui y répondent. Il y a un flux incessant, et des fois il y a des polémiques, parce que les gens ne sont pas satisfaits des réponses, enfin des réponses, oui, et c'est sans cesse. Et Mhm. donc, ça permet de se construire son islam, en fait. Et comme il n'y a pas de hiérarchie, en tout cas dans l'islam sunnite, Oui, mhm. chacun fait à sa sauce. Et la preuve, peut parier tout en jeûnant. Et l'anecdote est savoureuse, telle que relatée par Akram dans le livre. Alors, il y a une autre aussi anecdote quand même qui m'a fait mais vraiment mourir de rire. C'est l'histoire de la shorba avec la cocotte minute. Ah oui, Alors ouais. ça, c'est vraiment une merveille de Ouais, voilà. j'avais déjà raconté cette histoire dans une des chroniques précédentes, mais il y a tout là aussi, c'est-à-dire Et oui, c'est pour ça il que y je l'ai a adoré. la volonté d'avoir le repas prêt à l'heure dite, C'est ça, ouais. et notamment cette pression exercée par les mâles, Mmh. les chefs de famille, les pères. Il y a le stress de celle qui cuisine, Mmh. parce que, bon, elle aussi jeune, mais il faut que tout soit prêt. Et ça, effectivement, on commence à avoir dans certains prêches, dans certains courants, je dirais, des, euh, des éloges, notamment à la fin du ramadan, où l'imam dit remercions nos femmes et nos sœurs pour la cuisine, enfin tous les efforts, parce que se rendre compte que ces 30 jours, c'est C'est long, hein? Mmh. Mmh. un vrai exploit, c'est très long, et il faut pas, et il faut quelque chose de nouveau chaque soir, et il faut pas que ce soit réchauffé, enfin bref. Et donc cette personne n'arrivait pas à ouvrir la cocotte minute où il y avait la shorba, donc la fameuse soupe avec laquelle on rompt le jeûne dans certaines régions d'Algérie et de Tunisie. Et donc elle a pensé qu'elle pourrait la refroidir et l'ouvrir à l'air libre, sauf qu'elle lui échappe des mains et qu'elle tombe et que ça crée enfin, un vrai bazar. La police est appelée, etc. Et ça se passe dans un des quartiers, dans les tours du, Des Beaugrenelles dans le dans 15e. le 15e arrondissement. C'est il y a très longtemps, mais bah, voilà. Et dans chaque famille, il y a toujours une histoire liée à l'impatience et le drame en cuisine. C'est-à-dire, Mmh. drame, ça peut être les briques qui cuisent mal ou trop, ça peut être la soupe qui a été salée 3 fois parce que la dame est fatiguée et qu'elle n'a pas le droit de goûter. Donc, elle peut saler 1 fois, 2 fois, 3 fois, et c'est le drame à table. Il n'y a pas une famille qui n'a pas une anecdote sur ce type de situation, mais qui, in fine, aboutissent tout de même à faire réfléchir sur le poids que supportent les femmes pendant ce mois. Et C'est plus oui. facile de jeûner quand on est un homme qu'une femme. Bah, ouais, Absolument. c'est pour ça que je trouvais que c'était bien de rappeler cette anecdote. Et alors, je dis aussi que les 2 dernières pages du livre d'Akram, c'est sa recette de la shorba. Oui, Donc, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, alors j'ai pas encore essayé, je dois avouer, oui. mais je l'ai noté pour pouvoir effectivement la noter. Et à propos de shorba, alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas, hein, puisqu'on voit bien les questions aussi que ça pose. Raconte cette histoire de l'iftar à l'ambassade des États-Unis Ah oui, oui, et oui. le Alors, shorba, justement. oui, oui. Et j'ai Alors, adoré aussi quand je cette disais tout anecdote. à l'heure que le Ramadan est un moment géopolitique, Oui. c'est le moment où vous avez toutes les institutions possibles considèrent que c'est un travail d'influence Mmh. que de organiser des iftars. Donc, ça peut être des associations qui le font pour le bien, mais vous avez des administrations qui invitent des musulmans pendant ce moment-là à rompre le jeûne. Et pendant très longtemps, je ne sais pas s'ils le font encore,
Et pendant très longtemps, l'ambassade des États-Unis en France organisait un iftar, ou même plusieurs, deux, je crois, où on invitait le tout Paris musulman et quelques personnalités liées au monde musulman. Mhm. Et donc, c'est sur invitation, vous êtes fouillé à l'entrée, et puis vous avez un traiteur qui fournit la nourriture. Et donc, ça permet pour l'ambassadrice, parce que c'était une dame à Ouais. l'époque, de faire tout un discours pour rappeler que les États-Unis sont, entre guillemets, les amis de l'islam, que le premier iftar à la Maison Blanche a été servi au XVIIIe siècle, parce qu'il y avait un ambassadeur venu du Maghreb et donc on lui a offert l'iftar, sous Thomas Jefferson, si mes souvenirs sont bons. On a, et donc il y a tout un discours sur le choc des civilisations, le dialogue des civilisations, enfin, on chapitre, et on parle de paix, de terrorisme, etc. et tout. Et effectivement, moi, j'en ai assisté à quelques-uns de ces iftars, et, une fois, effectivement, le crime de lèse-majesté, il n'y a pas la soupe fondamentale avec laquelle on rompt le jeûne. Il y avait certes un buffet assez intéressant, mais et d'ailleurs même Trump, hein, Donald Trump, alors je ne sais pas s'il l'a fait cette année, je ne suis pas sûr, je pense pas, parce qu'on est en période de guerre. En pleine guerre, quand même, oui. Mais l'année dernière, juste après son élection, si mes souvenirs sont bons, oui, l'année dernière, il a fait sa prise de fonction à la Maison-Blanche. Ouais. Il a offert un iftar à la Maison-Blanche où ont été présentes de nombreuses associations d'Américains de confession musulmane. Et je rappelle que c'est une communauté qui a voté en masse pour lui. Ouais, ouais, ouais. Et parce qu'un an avant, Joe Biden, qui était encore président, et c'est la guerre à Gaza avait se déroulé, donc on est en mars, avril 2024, et Biden essaye d'organiser un iftar à la Maison Blanche, sauf que c'est boycotté. C'est boycotté, personne ne veut y venir. Il essaye désespérément d'inviter ne serait-ce que 2, 3 personnalités qui acceptent, notamment les gens de Dearborn, cette ville américaine où 80% de la population est musulmane. Sauf que même là, une des personnes, un citoyen américain d'origine palestinienne, quitte la Maison-Blanche en signe de protestation. Et donc, c'était annonciateur de ce qu'allait être le score électoral de Biden dans cette, euh, dans cette communauté. Enfin, et donc, oui, il y a même le ministère des Affaires étrangères français, le Quai d'Orsay, a organisé, alors ça devait être en 2005-2006, un iftar. C'était Douste Blazy qui Mais c'est était fini ministre. maintenant, parce que j'étais étonnée dans Je ton livre que tu parles effectivement de cette iftar organisée par Douste Blazy. Et toi, tu n'as pas eu connaissance Non. depuis que ce soit Ou reproduit. alors ça se fait à échelle réduite, mais en tous les cas, vu le contexte dans lequel on vit, je pense que beaucoup de responsables français réfléchiraient à 2 fois avant de dire je vais faire un iftar, parce que justement, ce serait tellement. Enfin, je pense que les chaînes d'information en continu s'en empareraient. Euh, ce qui tranche avec, ça continue à être fait à l'étranger en tous les cas. Et je sais que par exemple les institutions locales, les mairies par Ouais. exemple, un peu partout en Europe le font des iftars collectifs, mettent à disposition, ferment la circulation pour que la rue puisse être investie par les tréteaux, les tables où les gens vont partager le même repas. En France, ça existe, mais les municipalités sont toujours très discrètes là-dessus, parce que on est quand même dans un pays où on a des hommes politiques et même des sénateurs, des élus qui parlent d'interdire le ramadan. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ça, j'ai pas entendu ça. D'interdire. Écoute, alors, Marion Maréchal Le Pen a plaidé il y a quelques années pour l'interdiction du ramadan. Et des sénateurs, à l'été dernier, ont esquissé un projet de loi, en tout cas un texte de loi, où le ramadan serait interdit aux moins de 16 ans. Bon, alors, effectivement, il y a une vraie réflexion à avoir sur les jeunes qui jeûnent, qu'il faut accompagner. En tout cas, moi,
mon avis personnel, qu'il faut peut-être dissuader parce que, quand on a des examens à préparer, quand on est Oui. encore en croissance, on peut avoir Mmh. des carences et cetera. Mais bon, mais de là à basculer dans l'interdiction C'est pure et ça, simple, c'est autre je ne sais chose. pas qu'est-ce qu'on va faire? On va attraper les gamins de 16 ans et on va leur prendre, faire une prise de sang pour vérifier C'est sûr. qu'ils jeûnent ou pas. Et les obliger à manger en arrivant au lycée, oui, c'est Au absurde. lycée, Ouais, c'est bien sûr. totalement, on est quand même dans des comportements liberticides qui Mmh. sont, moi je comprends qu'on n'ait pas envie de voir un gamin de 10 ans jeûner, moi la première fois que je l'ai fait, j'avais 10 ans, j'ai fait une journée, Oui, ça tu suffit. racontes d'ailleurs dans Oui, les c'est suffit. Moi je fais partie de ceux qui ont commencé à jeûner très tard, enfin pas très tard, à l'âge adulte, et ouais, je trouve que c'est la meilleure chose à faire. ouais, On peut accorder un jour ou quelques jours à tel ou tel, enfant, tel ou tel adolescent, mais il faut quand même avoir conscience de ce que ça peut ouais, infliger comme dommages physiques, comme, surtout, heu, ceux qui ont eu de la chance et qui ont commencé à tester le jeûne pendant les grandes vacances, ouais. on peut dormir jusqu'à pas d'heure, et cetera et tout, mais quand on va à l'école, quand on est, il y a cette contradiction qu'il faut pouvoir, assumer, Bien sûr. ouais, et Mmh. physiquement, ça peut être très dur. Mmh, bien sûr. Alors avant de vous donner la parole, je voudrais quand même finir sur ce que tu relates là aussi et qui m'a, j'avoue que ça m'a vraiment sidérée. C'est quand tu parles de ce que tu as entendu sur France Inter en février 2024, donc c'est pas très, très vieux, hein. C'est le début du ramadan et la journaliste explique, que c'est le début du ramadan, une période souvent conflictuelle au Proche-Orient et dans les pays arabo-musulmans. Donc une affirmation comme Mmh. ça, de la part d'un journaliste sur une chaîne, de grande audience, chaîne publique de grande audience, et j'avoue que j'ai été sidérée en lisant ça. Moi Toi aussi, aussi, oui, c'est ce que moi tu dis d'ailleurs, aussi, mais moi aussi, mais en même temps, j'ai fait, non pas amende honorable, mais je me suis arrêté ensuite, j'ai réfléchi et parce que tu voulais réagir à ce que tu dis, hein, tu voulais oui, écrire à la journaliste, à la consoeur pour lui dire: voilà. «Qu'est-ce que c'est que ce Et truc?» puis après, je me suis dit qu'effectivement, dans l'imaginaire, général, il y a des ramadans qui ont été, en tout cas, par exemple, si je prends le cas algérien, la décennie noire, Noir, ouais. nos ramadans ont été, enfin, je sais que, par exemple, l'atmosphère du ramadan en Algérie a totalement basculé pendant la décennie noire parce que, alors c'était des rumeurs, mais aussi c'était des déclarations des groupes armés en tous les cas, puisque dans la tradition islamique, à l'époque du prophète, il y a eu des combats fondamentaux importants dans l'essor de l'islam pendant le ramadan. C'est un mois, et donc beaucoup de groupes armés qui ont une lecture littéraliste et reproductive des choses, ont décidé que le ramadan, c'est pas le mois de la trêve, au contraire. Et donc, par exemple, c'est pendant les ramadans du début des années 90 qu'on a eu, c'était en 93 qu'on a eu les premiers assassinats d'intellectuels, par exemple. Ouais. C'est à cette période-là, Mmh. précise, D'accord. et ainsi de suite. Mmh. Donc ça m'a et effectivement, il en est resté quelque chose. En tout cas, au moins en ce qui me concerne, il en est Mmh. resté quelque chose, et je pense que, pour beaucoup de gens aussi, par rapport à ce que tu disais en début au début de notre rencontre, on a aujourd'hui un Proche-Orient qui a feu et à sang, et en arrière-plan, on a le ramadan aussi. C'est-à-dire que, moi j'ai été très ému de voir ces images, de tables collectives à Gaza, dans les ruines. Mmh. Je vois que la guerre se poursuit et que ceux qui bombardent n'ont absolument aucun égard vis-à-vis de ce que peuvent vivre ceux qui Mmh. sont au sol, y compris qui sont dans ce qu'on considère être comme un mois saint. Mmh. Je pense que, heu, si demain les Russes, se mettaient à bombarder de manière intensive, les Ukrainiens le jour de Noël, Mmh. on aurait des milliers De d'articles réaction, en ouais, disant: «Mais tout de même» et cetera. Là, ça ne fait obstacle à enfin, ça rien. n'interpelle, personne. Donc effectivement, c'est un mois qui a, heu, ouais, il y avait des accrochages, il y avait je me souviens vraiment de moments assez tendus à Mmh mh. Alger, et donc ça
il y avait l'aspect festif, mais j'ai vu des ramadans, enfin, à cette époque-là, c'était des ramadans où les gens étaient inquiets, Mmh. traînaient moins dehors le soir. D'abord, il Oui. y a eu certains ramadans où il y avait des couvre-feux, il y avait le couvre-feu. Et donc, voilà. Mmh. Et donc, ça a installé aussi cette Oui. image-là, j'imagine, Mmh. comment dire, dans l'imaginaire Oui. médiatique français. Mmh. Alors, j'ai peut-être déjà beaucoup pris la parole, donc je vais vous la laisser si vous le souhaitez. Est-ce que, vous avez, quelques questions, commentaires, sur cette démarche et ce travail qui a été mené par Akram? Alors moi, j'ai des souvenirs du ramadan pendant la guerre d'Algérie, parce que j'étais petite fille et je me souviens que ma grand-mère nous racontait des contes en arabe, que je comprenais pas toujours d'ailleurs. Et quand je suis arrivée en France, enfin dans ma tête, comme ils parlaient tous les gens qui venaient chez nous, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, ils parlaient arabe. Donc pour moi, tout le monde était arabe, quoi. Donc je suis arrivée en France, les gens parlaient pas l'arabe et mon institutrice ne parlait pas l'arabe. Je comprenais pas. Je disais: «Mon père, mes papas, elle a fait des études, pourquoi elle parle pas l'arabe?» «Eh bah, parce qu'elle est pas arabe». Et là après je disais: «Mais il y a qu'une seule religion, la religion musulmane». «Non, non, il y en a 3». «Ah bon?» Et je ne savais pas, donc j'ai pas bon et comme mes voisins, on a eu de la chance qu'on est dans une communauté, enfin dans une mairie communiste, dans l'immeuble où on était, il y avait des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et les musulmans et les juifs faisaient des fêtes ensemble, comme en Algérie. C'est-à-dire qu'on faisait quand c'était ramadan, on invitait nos compatriotes, juifs, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Et quand c'était des fêtes juives, on était invités chez eux, parce qu'on faisait ça au Maghreb. Et ma mère, ça ne l'étonnait pas. Elle disait: «Mais c'est comme ça en Algérie». Moi, j'ai jamais connu autre chose. Enfin, elle ne voyait pas pourquoi ça nous étonnait. Mmh. Sauf que monsieur Le Toulet, qui est chrétien, il nous a dit: «Mais pourquoi vous ne voulez pas de la communauté chrétienne?» Donc à la fin, on faisait les 3 religions, comme en Algérie. Et donc moi, j'ai des souvenirs du ramadan en France. Je connais rien à l'islam. Je connais les fêtes, je connais le ramadan, mais mes parents ne nous ont jamais expliqué, parce que c'était la guerre d'Algérie, les choses vraiment essentielles. Ils nous avaient dit plus tard, vous lirez le Coran et puis vous apprendrez, etc. Sauf que plus tard, c'est jamais arrivé, parce que nous, on a été pris par nos études et que moi, je ne sais pas lire l'arabe, puisque je suis arrivée en France en 58. Et donc, on ne pouvait pas demander aux Français de nous apprendre l'arabe, puisque on était supposés être français. De seconde zone, mais de français quand même. Donc, j'ai jamais pu apprendre l'arabe. Puis à la fac, moi, j'avais pas de bourse d'Algérie parce que ils s'occupaient pas des Algériens de France. Donc, j'avais pas de bourse de France parce que j'étais pas française. Donc, j'ai dû travailler. Donc, moi, travailler pour faire mes études pendant 10 ans de biologie, j'avais pas le temps d'aller voir ce qui se passait dans le monde arabe. Donc, je connais rien au monde arabe. Les seuls arabes que je connais, ce sont ma famille. Et c'est vrai que je suis effarée parce que je me dis que, bon, maintenant j'ai 75 ans, qu'il serait peut-être temps que j'apprenne un peu l'arabe pour lire un peu la culture. Parce que moi, je lis les livres d'arabe, mais en français traduit. Mais j'ai des copains palestiniens, syriens, etc., qui me disent, mais il faut lire en arabe parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas traduites et qui sont intéressantes parce qu'elles parlent du monde arabe d'aujourd'hui, pas de celui de nos ancêtres. Ce qui fait que je ne connais pas grand-chose. Et c'est vrai que par rapport au ramadan, je trouve que la société française s'est crispée depuis la crise, parce qu'avant la crise, dans les immeubles, il y avait toutes les communautés, quelles qu'elles soient, chrétiennes, musulmanes, athées, enfin bon. Aujourd'hui, il y a des ghettos dans les banlieues. Et bon, nous, on a fini acheter une maison à ma mère, et ma mère habite maintenant dans une banlieue, dans une villa, donc parce qu'elle ne voulait pas habiter elle disait que les immeubles, c'était comme dans une boîte de sardines. Elle a vécu dans une maison, c'était une dalle, avec une maison avec des cours intérieurs, des citronniers, des orangers. Donc, elle ne voyait pas comment les gens pouvaient vivre là-dedans, quoi. Donc, on a fini par lui acheter une maison avec un jardin. Donc là, elle s'est trouvée mieux. Mais en même temps, notre rapport à l'islam, c'était d'aller chez mes parents couper le jeûne, quoi. Mmh. Mais mes parents ne nous ont jamais obligés à faire le ramadan. Et moi, pour nous, c'était quand on était grand. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à 10 ans, on faisait une journée. Mais après, c'était juste un essai, quoi. Et Et bien donc, voilà, vous allez pouvoir maintenant lire le livre voilà. d'Akram et Alors avoir voilà, plein de réponses aux voilà, questions que vous vous posez voilà. et que vous êtes, C'est pas pas une question, forcément. c'était Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, ça donne envie, d'autant que ça a l'air d'être assez léger, parfait pour le ramadan parce que pendant la journée, on n'a pas d'énergie. Et le soir, on a trop mangé, donc il faut quelque chose de léger. Il y a quelques petites choses dont peut-être, Akram, tu en as parlé dans le livre. C'est cette fameuse polémique autour du football.
Oui, j'en ai parlé. Oui, il y a Ah, il y a tout oui, un oui. chapitre. La deuxième chose, c'est par rapport au jeu d'argent. Moi, je me souviens à Sétif, il y a quelques années, c'était juste après l'iftar, on se réunissait dans une arrière-boutique de café et les gens jouaient au poker, à l'argent, après avoir fait la prière de Maghreb et après avoir coupé le jeûne. Donc, et ça me renvoie à quelque chose qui est de peut-être un peu plus profond, c'est que, et tu l'as cité, c'est qu'on est plus exigeant Oui, par rapport au Ramadan, alors que la prière, dans les obligations, précède le Ramadan. Mhm. bien sûr. C'est-à-dire la prière est plus importante Ouais. que le Ramadan. On s'en fout si quelqu'un ne fait pas la prière, mais on va être extrêmement exigeant. Et ça me fait penser au fait que, par exemple, et tout ça, c'est pour dire comment, en fait, une religion, c'est d'abord une communauté. Oui, C'est-à-dire, c'est pas tellement la foi qui est importante, c'est le fait, c'est pour ne pas être seul, quoi. C'est pour faire partie d'un ensemble. C'est ça qui est le plus important. Je pense à toute cette catégorie de gens plus ou moins euh, religieux, pas anti-religieux, mais religieux, mais qui respectent un petit peu les codes, c'est-à-dire ils font pas le ramadan, mais ils respectent l'iftar avec tous les rites, etc. Et donc, c'est quelque part, même ici à Paris, même ici en France, je veux dire, on a besoin de se sentir appartenir à une communauté. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose c'est ce qui fait que ce soit un phénomène social total. ouais, ouais, absolument. De- Oui, je vais réagir d'abord à ce que vous disiez, madame, parce qu'en vous écoutant, euh, il y a deux choses à dire, c'est-à-dire, euh, on se rend compte aujourd'hui que la pratique du jeûne chez chez les jeunes issus de l'immigration est en forte hausse. Je crois que j'ai vu un sondage, alors il faut se méfier des sondages, mais un sondage qui disait que grosso modo, les 15-30 ans, à peu près entre 60 et 80% faisaient jeûner. C'est-à-dire que c'est une pratique qui revient en force et qui n'a pas forcément été transmise par les parents. Bien au contraire. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se jouer. Et dans le même temps, puisque on est dans le carême en ce moment aussi, on est dans le carême chrétien, la pratique du carême est aussi en hausse chez les jeunes de confession catholique, en tout cas qui baignent dans un milieu catholique. Donc ça veut dire qu'on a une réappropriation du fait religieux par la jeunesse, alors qu'on pensait que le sécularisme, allait effacer tout ça, or il n'en est rien. Et ça c'est une vraie constatation. Et je suis tout à fait d'accord avec cette question alors effectivement, sur le football, oui, ah, j'ai placé ça dans un chapitre, dans une chronique où ce sont les polémiques liées au Ramadan en France. C'est-à-dire qu'en France, depuis tous les Ramadans, il y a toujours une polémique liée au Ramadan. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 2 ans, c'était il n'y a pas deux, c'est à cause du Ramadan. Que va-t-il nous tomber sur la tête? Voilà, que va-t-il nous De tomber? la chronique. Et c'était aussi les pains au chocolat de Copé, Oui. de Monsieur Copé, hein, qui disait que les enfants, on les empêchait de manger ou qu'on leur prenait leur pain au chocolat parce que c'était le Ramadan. Et puis, il y a cette sempiternelle polémique, et on a eu droit cette année encore, puisque la France est l'un des rares pays où il y a un championnat de football professionnel, où on interdit aux footballeurs qui jouent et qui jeûnent de rompre le jeûne pendant le match. En tout cas, on ne fait pas d'interruption pour ça, ce qu'on appelle les arrêts iftar. Alors que ça existe en Angleterre, ça existe dans d'autres pays. En France, la Fédération de France de foot interdit ça. Mais dans le même temps, on apprend que les clubs s'organisent maintenant de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jeûnent, il y a des diététiciens, des nutritionnistes qui les prennent en charge en amont, et que donc le fait est totalement intégré. Mais il y a des troubles. Là, il n'y a pas très longtemps, même en Angleterre, qui est un pays censé être plus tolérant sur ces questions-là, il y a eu une pause pour permettre aux joueurs de rompre le jeûne. Alors, ils avalent quelques dates, ils boivent de l'eau et ils reprennent, hein. Il n'est pas question de leur servir un repas.
et je crois que c'était à Leeds. Et donc les supporters de Leeds ont hué cette interruption. Ça a déclenché une polémique. Bon, ça passe inaperçu par rapport au drame que la planète vit, mais oui, c'est un moment. Et c'est saisissant parce qu'en même temps, c'est fait social total. Voilà, c'est le moment, par exemple, où on se rend compte que les gens qui jeûnent, il n'y a rien de mieux pour eux, en tout cas pour beaucoup, que de faire du sport à 1 heure ou 2 avant la rupture du jeûne. Il y a des matchs de foot qui sont organisés, il y a des gens qui sont dans les salles, il y a des gens qui courent, etc. Et donc, il y a un rapport à la performance et au corps qui est mis en avant et qui nous incite à réfléchir. Si tu vas dans un stade, genre les terrains de sport, avant ils sont pleins, les jeunes pratiquent, et puis 10 minutes, un quart d'heure avant la rupture du jeûne, tout se vide, parce que ces gens-là qui faisaient du sport rentrent chez eux pour rompre le jeûne. Non, mais tu y as répondu tout de suite. Moi, effectivement, c'était l'interrogation. Est-ce que les jeunes issus de l'immigration en France, est-ce il y a des sondages, pratiquent le jeûne ou pas, compte tenu à la fois de leur, j'allais dire, de leur attachement, addiction à tous ces réseaux sociaux, à tout ce qui est consommation, nourriture, etc. Et le fait là, tu y as répondu en disant qu'il y avait une réappropriation très importante, y compris pas véhiculée par les parents. Donc, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est c'est un réflexe identitaire, enfin un réflexe, une manifestation identitaire Certainement, mais aussi c'est une quête de sens. et une quête de sens. Je pense que le jeûne, ça vous structure, c'est une discipline. Ouais. Dans un monde où il y a beaucoup de relâchement, enfin, je ne dirais pas qu'il y a du relâchement, mais il y a, un encadrement. Le jeûne vous encadre, il y a des règles strictes, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire, faut éviter de se mettre en colère, de se disputer, de se bagarrer, il faut faire de bonnes actions. Donc il y a une émulation, et je pense que ça donne un sens pendant, en tout cas, un mois pendant. D'ailleurs, il y a une petite déprime post-Ramadan. C'est-à-dire que une fois que parce qu'il y a une satisfaction aussi du jeûne accompli. C'est-à-dire que le jeûneur a la satisfaction d'avoir jeûné et d'avoir mené, ce qui d'ailleurs pose aussi parfois des problèmes, parce que notamment pour les gens qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, etc., et qu'on n'arrive pas à convaincre de ne pas jeûner, parce qu'ils ont une volonté et un sentiment peut-être de culpabilité. Or, c'est pas performatif. L'islam est très clair. On jeûne si on peut. Si on voyage, on ne jeûne pas. On peut ne pas jeûner. Si on fait un voyage, bon, on rattrape, ou on paye une compensation à des pauvres, etc. Il y a plein de règles dérogatoires, mais pour beaucoup, c'est vraiment quelque chose de. Donc, moi, je pense que pour la jeunesse, c'est vraiment ça. C'est ce côté à la fois d'encadrement, de cadre précis, et qui est respecté, alors que peut-être qu'on ne respecte pas d'autres cadres, celui de l'école, du code, les incivilités, etc. Mais en tout cas, pour celui-là, on le respecte. Mais il y a aussi le côté festif, ce qu'il apporte, cette vie nocturne qui est permise. On peut aller en groupe à la mosquée pour les prières des tarawih. Et donc, je crois qu'il y a un attrait pour cette vie-là qui est inexistante le reste de l'année. Et tu avais raison, puisque mais même la prière commence à devenir une pratique de plus en plus répandue chez la jeunesse. Ça commence. D'où, pour les pouvoirs publics français, à mon avis, ça va être de plus en plus compliqué dans les années qui viennent, parce qu'on a des salles de prière qui ne sont pas suffisantes en nombre, en place, etc.
ça va vraiment poser des problèmes dans les années à venir. Il y a encore des gens qui prient dans des lieux qui sont pas aux normes, qui sont insalubres, etc. Et les gens qui prient dans la rue, c'est pas parce qu'ils ont envie de prier dans la rue, c'est parce que la mosquée est tout simplement petite, trop petite. Sur la question du rapport à la santé, alors qu'il y a un hadith qui n'est contesté par personne, qui dit que la préservation de la santé passe avant la préservation de la religion. Absolument. Donc un hadith, c'est une des paroles du prophète. Ouais. Et effectivement, on a ça. Nul ne. Enfin, si on est malade et qu'on fait du mal en jeûnant, ça invalide le jeûne d'une certaine manière. Mais il y a ce côté performatif de gens qui se sentent Oui. l'idée de. Et c'est pour ça qu'une fois que le ramadan se termine, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette étape, notamment le moment de la rupture du jeûne. Beaucoup de gens, il y a presque une nostalgie enfin, beaucoup de gens sont très contents aussi de retrouver leurs cigarettes, leur café. Et voilà. Et donc, mais il y a ce côté, bon, ça dure quelques jours, mais c'est. Et c'est pas étonnant d'ailleurs aussi de voir qu'on a autant de les jeunes, le jeune, par exemple le jeune, il y a le jeûne alterné, par exemple, Oui, les jeûnes thérapeutiques, oui, enfin, intermittent. le jeûne intermittent, c'est une pratique qui Qui se développe, hein, qui se de développe. façon incroyable. Oui. Je cite un ou deux Oui, ouvrages tout à fait. qui abordent la question sur un plan philosophique, etc. Et on se rend compte, bon, moi j'ai pas voulu infliger au lecteur une histoire du jeûne, hein, mais on se rend compte que c'est très très ancien. Ça remonte visiblement même à avant l'apparition des religions monothéistes. Ouais. Donc c'est quand même une pratique que l'humanité a toujours cultivée, en tout cas privilégiée. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais savoir si ce renouveau de la religion ici, qui est certainement dû aussi au fait qu'ils ont l'impression d'être rejetés en tant que musulmans et arabes, est-ce que ça existe également, ce renouveau, dans les pays du Maghreb ou dans le monde arabe? Est-ce que les jeunes aussi s'investissent dans la religion aujourd'hui? C'est très difficile de répondre de manière brève, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous avez un regain de religiosité. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que dans la manière d'être au quotidien, la religion est omniprésente. Dans le propos, dans le discours, dans le langage, dans les modes, les formules de politesse, de bienvenue, de revoir, etc. La religion, tu disais tout à l'heure que les gens jeunes, enfin, par rapport à la prière, aujourd'hui, si je prends le cas de l'Algérie, il y a une grosse pression aujourd'hui, y compris sur les gens, pour la prière. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne prie pas, avant, c'était plus que commun. Aujourd'hui, c'est très, très mal vu parce que beaucoup de gens, alors il y a plusieurs explications possibles, mais vous avez. Alors, est-ce que c'est un regain de foi? Est-ce que c'est un regain de religiosité? Ça, toute la question est posée, je ne pourrais pas y répondre. Mais en tous les cas, c'est très marquant. C'est très, très marquant de. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, pendant que tu parlais, j'ai repensé à des gens, des parents, des amis en Tunisie, parce que je suis à moitié tunisien, et, et ça m'a toujours sidéré, fasciné, effectivement, des gens qui ne jeûnent pas. Et en Tunisie, c'est plus cool que, par exemple, en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui, dans la famille, on sait qu'ils ne jeûnent pas. Il se lève, il fait son petit déjeuner. Bon, il évite de le prendre en face du frère ou de la sœur qui jeûne. Souvent, ça peut être ça dans la famille. Par contre, effectivement, le repas, c'est à l'heure de la rupture du jeûne, comme les autres. Ouais. Et on est avec les autres et on mange les plats que les autres ont préparés. On veut les plats qu'on a préparés. Et ça m'a toujours. Et avec un naturel, c'est une manière vraiment d'habiter une espèce de position très cool par rapport à ça et qui n'interpelle personne. Et moi, je trouve ça, je ne dis pas que c'est l'idéal, mais c'est intéressant. Plutôt que de se fâcher parce que quelqu'un mange et de le traiter de tous les noms et d'avoir l'impression que c'est le crime des crimes et d'embarquer les pauvres gars qui manifestent parce qu'eux, ils exigent le droit d'avoir
de ne pas manger et de pouvoir manger dans la rue ou à l'extérieur, le droit de déjeuner. Et ça, c'est des débats qui sont là. Hein. Ah, ils sont posés plus que posés quand même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais vous proposer de s'arrêter là en remerciant Akram. Puis alors, il y a un dernier chapitre quand même, un des derniers, qui s'appelle Une passion, nommée Zelabia, et que j'ai trouvé délicieux dans tous les sens du terme. Alors, j'ai pas pu manger en même temps que je lisais, mais ça donnait envie de manger. Et il y a donc une façon très, très jolie d'écrire, de raconter tout ça. Et donc, vraiment, je vous recommande la lecture de cet ouvrage qui est vraiment un mélange de... J'aimerais réagir à ce que Oui. tu viens de dire. Hein, j'aimerais, pour les personnes qui nous ont suivis jusque-là, oui, la Zlabia, effectivement, c'est une pâtisserie. Et là aussi, il y a plein de choses passionnantes. D'où vient-elle? Qui l'a inventée? Chacun la revendique. Parce que ça permet de convoquer Ibn Battuta, l'Inde, etc. et tout, l'Andalousie. Mais j'aimerais saluer un correspondant imam qui m'a écrit quand il a vu que le livre il a regardé un peu le sommaire en me disant j'espère que ton livre, parce que le Ramadan c'est pas que la Zlabia, c'est pas que la Shorba, et effectivement c'est juste pour dire qu'il y a tout de même 2 ou 3 chapitres sur la spiritualité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Que c'est pas juste un livre de jouisseur qui est très content de manger pendant le Ramadan et qui propose. L'idée n'était pas de moi de proposer la recette de la shorba, c'est mes 2 éditrices qui m'ont dit mais si, il faudrait le faire. Bon, je garantis rien quant au résultat final. La mienne est honorable, mais Je veux tout simplement dire que même si c'est axé prioritairement sur les questions de la Zlabia et de la Shorba. Non, c'est pas axé prioritairement. C'est pas parce que je termine là-dessus que c'est axé prioritairement. Non. C'était pour donner une petite note de légèreté après. Voilà. Combien même ça serait ça, moi je crois qu'il y a une façon de lire ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que derrière la Shorba et derrière la Zlabia, il y a des enjeux plus importants. Absolument. Ça implique un certain nombre de phénomènes qui sont d'un ordre plus sérieux, plus important. Et c'est pour ça que ce livre est vraiment, je trouve qu'il est vraiment intéressant et important parce que ça mêle ces questions, effectivement la spiritualité, beaucoup de questions, mais aussi la réalité de ce que c'est ce mois, et avec tous les côtés aussi très conviviaux. On n'a pas utilisé le terme de convivialité, mais qui ressort dans ton ouvrage tout au long, parce que c'est un moment éminemment convivial. Et ça, c'est aussi très important de le rappeler, de le souligner. Un grand merci à Akram d'être venu et un grand merci d'être venu présenter ton livre.